Et c'est mon collègue Aurélien qui vous présentera en détail le réaménagement de la zone humide du lac d'Eda que vous avez en photo peu de temps après les travaux en 2012. Quelques mots tout d'abord sur le SMVVA. On est une collectivité locale basée dans le Puy-de-Dôme, pas très loin de Clermont-Ferrand. On a deux compétences, la compétence assainissement collectif sur le territoire de 12 communes, dont la commune d'Eda où se situe le fameux lac d'Eda, et la gestion des milieux aquatiques sur le territoire de 28 communes, essentiellement sur le territoire de Mont-d'Arverne communauté en vert. Et cette compétence, on la met en œuvre depuis plus de 15 ans au travers de ce que vous avez évoqué, c'est-à-dire au travers de contrats de bassin versant. Et j'insiste là-dessus parce que notre approche est vraiment une approche intégrée de la gestion de l'eau et des problématiques de l'eau, puisque dans tous les contrats qu'on a pu mettre en place, il y a toujours eu un volet consacré à la réduction des pollutions, tant domestiques qu'agricoles, et un volet consacré à la restauration des milieux aquatiques et notamment à leur fonctionnalité. Elisabeth, est-ce que vous pourriez passer en plein écran, s'il vous plaît, qu'on voit mieux votre diaporama? Alors, je suis en plein écran chez moi. Pas ici. Ah, parce que du coup, moi, je ne vois que mon diaporama qui est en plein écran. Bon. Alors, je vais refaire la manip. Alors sinon, je peux essayer de prendre la main si tu veux. Là, vous l'avez toujours pas en plein écran? Non. Oui, vas-y Aurélien, partage alors peut-être ton... Ah, c'est moi ici? Pardon, affichage. Plein écran. Ah. Non, mais c'est. Non, c'est eux qui. Il faut que ce soit en mode diaporama. C'est eux qui ont la main sur le. Oui, alors je suis en mode diaporama et je suis bien en plein écran chez moi. C'est bon. Là, c'est bon pour nous en tout cas. Ça y est, c'est bon. Parfait, merci, désolé, c'est parfait. On pilote depuis 2005 un certain nombre de contrats de bassin. D'abord contrat de rivière, ça s'appelle maintenant contrats territoriaux. À l'heure actuelle, on travaille sur un contrat qui a un nom des 5 rivières parce qu'il concerne 5 bassins versants. C'est tous des affluents de la rivière Allier. Et l'objectif principal, c'est d'atteindre le bon état écologique des masses d'eau, qui est un objectif imposé par la directive 4 sur l'eau. Et lorsqu'on regarde la carte de notre territoire et l'état des lieux de ces masses d'eau qui a été fait en 2019, on s'aperçoit que sur les masses d'eau qui font l'objet de nos contrats, on n'a pas encore atteint le bon état écologique, donc il y a encore du travail à faire, même si la masse d'eau vers amont n'a pas du tout le même état écologique moyen que par exemple que la masse d'eau du Charlet. La qualité de l'eau sur la vers amont où se situe notre projet est bonne à très bonne, et c'est la biologie qui généralement déclasse la qualité de l'eau. Pour revenir à la zone humide du lac d'Eda, vous avez ici le bassin versant de la Ver. C'était une des actions prioritaires du premier contrat de rivière Vallée de la Ver, lac d'Eda, qui s'est déroulé de 2005 à 2010. Il y avait d'autres actions prioritaires comme le reméandrage de la Ver en amont du lac. On a fait d'importants travaux de restauration de cours d'eau en amont du lac en complément de la zone humide, tout comme on a travaillé aussi sur les pratiques agricoles et sur l'assainissement. Alors, voici le lac d'Eda au début des années, au début du XXe siècle, avec la présence d'une zone humide qui était naturelle et qui va avoir été comblée dans les années 70. Mon collègue vous en dira un petit peu plus. Alors, très succinctement, le plan de notre présentation. Donc, on va voir plutôt les enjeux, les vocations de cet aménagement, quels sont les travaux qui ont été réalisés, le bilan de ces travaux et où on en est aujourd'hui au niveau de ce site. Donc, je vais revenir sur le bassin versant de la Ver. Donc, lorsqu'on voit cette photographie aérienne du bassin versant de la Ver, on s'aperçoit tout de suite qu'il y a deux entités, une zone aval plutôt urbanisée. On est pas loin de Clermont-Ferrand, comme je vous l'ai dit, l'autoroute passe juste à l'est, dont l'activité agricole est tournée essentiellement vers les zones de grande culture, et une zone amont où se situe donc notre fameux lac qui, elle, est rurale. Et comme on peut le voir sur la photo, l'occupation des sols dominante, ce sont des prairies, notamment des prairies permanentes. On est en zone d'élevage bovin, laitier surtout. C'est là où on fabrique le Saint-Nectaire.
Donc, il y a des problématiques différentes entre l'amont et l'aval, tant au niveau de la qualité de l'eau que des milieux aquatiques. Mais dès l'amont, on a des activités humaines qui génèrent des pollutions et des atteintes aux milieux aquatiques. Alors, le lac d'Eda, c'est le plus grand lac naturel d'Auvergne. Il fait 60 hectares. C'est un lac d'origine volcanique qui a été formé donc, il y a un peu plus de 8000 ans. Une coulée de lave est venue barrer le cours de l'Aver qui alimente ce lac. Son bassin d'alimentation que vous avez en rouge sur la carte fait environ 30 km². Comme je vous l'ai dit, c'est un bassin essentiellement rural. C'est un lac dont la profondeur moyenne est de 8 mètres et la profondeur maximale atteint 15 mètres. Alors, comment est né le contrat de rivière? En fait, au début des années 2000, il y a eu un constat d'eutrophisation du lac qui s'est traduit notamment par des blooms de cyanobactéries. Vous avez la photo en bas à droite qui illustre cette problématique. Et donc, il y a eu une mobilisation d'habitants, d'élus locaux. Il y a un article qui est paru dans la presse comme quoi le lac d'Eda était en train de mourir, pardon. Et donc, c'est ce qui a donné quand même naissance au premier contrat de rivière qu'on a mis en place sur le bassin versant de l'Aver. Or, il y a des enjeux comme vous pouvez le voir sur les photos en matière de loisirs et de tourisme. On est à une vingtaine de kilomètres de Clermont-Ferrand, c'est la piscine des Clermontois, donc un enjeu baignade assez fort, mais aussi de la pêche, du nautisme et puis des enjeux autour du lac. Alors, il y a eu donc des arrêtés baignade, des interdictions d'activité avant la zone humide, notamment en 2009. Depuis en 2017-2018, mais mon collègue vous en dira plus, vous verrez que ces interdictions n'auraient plus lieu d'être à l'heure actuelle. Bon, là, je passe. Donc, l'évocation de l'aménagement de... L'objectif, c'était donc de ralentir l'eutrophisation du lac d'Eda en diminuant les apports en nutriments, notamment en phosphore, et donc en améliorant la qualité des eaux de l'Aver avant son entrée dans le lac d'Eda. Donc, comme il y avait fut un temps une zone humide, l'idée est née de recréer une zone humide en amont du lac d'Eda. Donc, ça, c'est la fonction première de cet aménagement. Une autre fonction, c'était de recréer des milieux humides diversifiés qui puissent accueillir une certaine biodiversité. Et enfin, comme on le verra, cette zone humide, elle peut être parcourue par le public. On est dans un centre-bourg, donc il y a une fréquentation assez importante. Donc, la dernière vocation du site, c'est aussi de communiquer sur les rôles d'une zone humide. Alors, cette diapositive, je ne vais pas vous la commenter, c'est pour vous montrer que la zone humide, ce n'est pas faite en un jour. Entre le moment où a été mis en évidence la présence de cette ancienne zone humide, où ont été mis en évidence ces problématiques et cette prise de conscience de l'eutrophisation du lac d'Eda, et le moment où les travaux de restauration de la zone humide ont été réalisés en 2011-2012, il s'est passé plus de 10 ans. 10 ans où forcément, il y a eu pas mal de concertations avec les différents partenaires, 10 ans où il y a eu pas mal d'études pour définir le projet et puis des procédures réglementaires, DUP, autorisation loi sur l'eau, etc. Et là, je vais passer la main à mon collègue Aurélien qui va vous parler donc de cet aménagement en détail. Exactement, je remets le diaporama. Bonjour à tous, donc Aurélien Matevon, je suis le technicien rivière du syndicat et moi je vais en complément d'Elisabeth plutôt vous proposer une promenade sur la zone humide pour se rendre compte un petit peu de l'ampleur du milieu recréé et des méthodes qu'on a utilisées. Donc le principe de la zone humide, vous l'avez en schéma à l'écran. Il y a deux bassins. On ne voit pas ton diaporama, Aurélien. Ah, alors, on recommence, autant pour moi. Tu partages ton écran. Oui, bien sûr. C'est que je croyais qu'il était dans le partage. Le voilà. C'est tout bon? Ça y est, merci. Ok, désolé. Du coup, donc, le principe de la zone humide du lac d'Eda, donc voilà le schéma. C'est un schéma un peu ludique qu'on utilise pour le grand public, mais qui est très parlant, avec deux bassins en entrée qu'on nomme les lagunes. Donc, c'est des lagunes de sédimentation qui, elles, auront pour but de piéger la partie sédimentaire du phosphore. Donc, on piège la partie solide des nutriments. Puis ensuite, une partie donc, de méandres
entre la zone de plante et les bassins, qui va permettre d'oxygéner un petit peu, c'est des petites cascadelles, et puis la fameuse zone de plante, donc la zone humide d'1,5 hectare environ, avec ces divers aménagements qu'on peut voir, des aménagements bois pour le côté touristique et pédagogique. On s'est attaché à conserver la zone d'écotonne, donc la zone boisée qui est sur la partie droite du schéma, juste avant le lac, qui est la zone de transition finalement entre le milieu totalement aquatique, qui est le lac, et le milieu plutôt humide, on va dire, qui fait partie, qui est la zone humide. Donc, le même schéma un peu plus technique, ça évidemment c'est les plans du bureau d'études avec lequel on avait travaillé pour le dimensionnement, puisqu'on n'a pas tout fait tout seul en interne, hein. On a travaillé avec des bureaux d'études pour le dimensionnement hydraulique notamment. Ce qu'il faut retenir de tout ça, c'est qu'on a à peu près un demi-hectare de bassin de sédimentation, 1,5 hectare de zone de plantes. Et donc, bon, je ne vais pas rentrer dans tous les détails, mais c'est un projet qui a eu de longues discussions avant d'aboutir. Donc, on a pris le maximum de place qu'on pouvait prendre. On aurait voulu en prendre plus, mais bon, on a réussi à faire un bon compromis. Et donc, voilà à peu près l'aménagement. Donc, vous voyez aussi qu'il y a tout un réseau de mares. Donc ça, c'est plus pour le côté pédagogique et puis le côté biodiversité, bien sûr. Des zones de frayère, hein, c'est les bras les plus à droite qui sont connectés directement avec le lac. Et puis quelques aménagements bois, comme je disais tout à l'heure. Donc la photo d'en haut, c'est la fameuse photo de 1910. Donc c'est les photos anciennes qui permettent de montrer qu'on avait bien un milieu naturel, donc une zone humide de l'époque. Dans les années 60, la végétation avait un petit peu pris le dessus, comme on peut le remarquer. Donc ça va être beaucoup en photo, hein. Il y a beaucoup de diapositives, mais c'est beaucoup de photos. Et puis en photo aérienne, ça donnait ça. Donc en 46, 2009, 2013, je vous laisse regarder, hein. Il y a l'évolution avec en 2013 la zone humide qui avait été mise en place. En 46, on voit déjà des bassins. Bien sûr, les bassins étaient des anciens bassins d'une pisciculture que le syndicat s'est attaché à racheter pour pouvoir faire la zone de sédimentation. Et puis ensuite, en 2009, on voit que l'espace avait été aménagé avec un terrain de foot d'entraînement sur la partie sud, une zone d'aire de jeu et puis une zone de parking sur la partie nord. Donc, évidemment, la zone humide avait disparu sous à peu près 1 mètre d'épaisseur de remblai pour pouvoir donner les aménagements qu'on voit sur la photo de 2009. Et nos travaux, finalement, quand on voit la photo de 2013, qu'on voit la zone humide remise en place, ont principalement consisté à décaisser des matériaux de remblai et à retrouver l'interface terre-eau, donc à retrouver la zone humide. Alors, c'est certainement pas la zone humide d'antan, puisque ça reste un aménagement qu'on a recréé nous avec nos connaissances, hein, et puis après d'antan, à quelle époque on veut retourner, hein, toujours la question est toujours là dans la restauration des milieux aquatiques. Mais voilà, nous on a recréé un milieu humide à l'aide d'engins de travaux publics. Donc voilà quelques photos encore, un peu plus avec une vue de plus loin. L'église permet de voir qu'on est bien sur le même point, donc la zone humide qui est faite en bas, avec le terrain de foot d'entraînement en haut. La zone humide dans un contexte quand même très urbain, hein, c'est volontairement un petit montage, mais ça permet de voir qu'on est quand même dans un contexte urbain, donc ça ne facilitait pas forcément les choses pour remettre en place une zone humide. Il faut quand même garder à l'esprit que si cette zone humide avait été détruite, c'est qu'à l'époque, les zones humides avaient mauvaise presse, hein, c'est-à-dire qu'on pouvait avoir des sorcières, c'était les marécages, il y avait des maladies, il y avait tout un tas de mythes sur les zones humides, et donc les zones humides étaient vouées à disparaître, comblées, drainées. Donc là, maintenant qu'on est dans un secteur urbain, avec quand même une certaine classe de vie autour du lac, hein, puisque c'est bien sûr des maisons qui ne sont pas forcément données, avec le plus grand lac naturel à côté, ça a fait tergiverser un petit peu les locaux, en disant que une zone humide, ça ramenait des moustiques, que ci, que là. Je vous passe tous les détails, mais c'est là notre travail de médiation. Et nous avons œuvré pour nous dans le cadre de l'intérêt général, avec un dossier d'intérêt général qui avait été monté et déclaré aussi par le préfet. Donc, on est allé au bout des choses, puisqu'on parle bien d'un lac qui a de multiples activités, comme Elisabeth l'a dit, et donc un cadre dans un intérêt général où on ne pouvait pas non plus regarder le lac continuer de se trophiser sans rien faire. Comme a dit un chercheur de Clermont, Christian Amblard, pour le citer, la meilleure solution à EDA, c'est certainement pas de rien faire, voilà, puisqu'on voyait la qualité de l'eau se dégrader d'année en année.
Donc, on a remis en place cette zone humide. On n'a pas réinventé grand-chose, hein, mais on a remis en place un milieu filtrant à l'aide des végétaux. Donc, quelques photos du chantier. Au départ, c'est assez brutal, bien sûr, puisqu'on nettoie les emprises, nettoyage de la végétation. Les anciens bassins de la pisciculture, on les a curés, puisqu'ils étaient remplis. Et bon, c'est une pisciculture qui n'avait plus de droit d'exploitation depuis plus de 10 ans, il faut le savoir. Donc, ça nous a permis de les acheter. Les curages donc des bassins ont été épandus dans des parcelles agricoles pour revaloriser leur pouvoir fertilisant. Ensuite, les engins sont arrivés pour, c'est assez parlant je trouve sur cette photo, enlever le fameux mètre de remblai. Donc sur la photo en haut à droite, si vous voyez un petit peu, c'est de la roche rouge, c'est la fameuse scorie chez nous, la fameuse pouzzolane, donc la roche qui est utilisée pour les stations d'épuration souvent, et qui venait tout droit d'un puits de notre chaîne des puits qui était en voie de disparition, puisqu'il y avait une entreprise locale qui commençait à grignoter le puits petit à petit, et il y a des matériaux de ce puits qui ont servi à finir de combler la zone humide. Je vous passe aussi les détails de tout ce qu'on a pu trouver lors du terrassement, puisque c'était un peu l'endroit où on enterrait un petit peu tout à l'époque. Donc voilà le remue-ménage. Pas mal de balais de camion, 16 000 mètres carrés de surface de plante sur 1 mètre d'épaisseur, 16 000 mètres cubes de matériaux évacués. Voilà, la zone humide petit à petit prend forme. On voit au fond là les quelques arbres préservés, donc c'est cette fameuse zone de transition, la fameuse zone d'écotones qu'on s'est attaché à conserver. Et pourtant, en termes de travaux publics, il y en a qui auraient voulu avoir plus d'espace pour mieux travailler. Les aménagements bois qui ont été mis en place. On a travaillé qu'avec du bois mélèze, donc du bois non traité chimiquement et imputrescible naturellement. Donc, on essaye de respecter au maximum l'environnement. Et puis, donc ça, c'est le panneau de communication qu'on peut trouver à l'entrée du lac, où on situe les personnes, on leur donne quelques indications et puis on leur explique un peu à quoi ça sert finalement, puisque c'est le côté un peu pédagogique et qui est assez indispensable hein, finalement, parce que beaucoup de gens s'arrêtent devant pour comprendre et se questionnent. Donc, ça permet de ne pas être en permanence sur le site. Voilà la zone humide tout fraîchement réceptionnée. Ça se voit à la couleur du mélèze, qui est encore orange. Aujourd'hui, il est devenu gris, bien sûr. Et puis, on voit un petit peu la flotte qui était en surface. Donc là, on était sur un niveau haut, puisque l'intérêt de notre projet n'était pas d'agrandir le lac d'Eda, bien sûr, mais de recréer la zone humide. Donc, on a terrassé pile poil, je dirais, à l'interface terre-eau. Donc, sachant que le lac d'Eda est à 837 mètres d'altitude, notre terrassement se passait à 837,05, 837,10, etc. On est remonté un petit peu pour ensuite laisser la végétation s'installer avec les pontons. Donc là, on est en végétation basse puisque c'est le début de la zone humide. Voilà, je vous laisse voir quelques photos. Donc, quand on fait des photos comme celle du bas, on paye les touristes pour qu'il y ait beaucoup de monde sur les photos et que ce soit impressionnant. Non, bien sûr que voilà, c'est un lieu très touristique où il y a beaucoup de gens qui passent. On parle de 2000 serviettes sur la plage l'été, mais il n'y en a pas tout autant, mais une bonne moitié, je pense, qui fait le tour du lac et qui passe par la zone humide chaque jour. Voilà la zone un peu en état d'avancement. Alors, on a encore une végétation basse avec des végétaux, pas forcément des arbres, des plantes plutôt, je veux dire, et pas forcément des arbres. Voilà le avant-après, même cadrage. Donc, ça donne une idée de l'évolution du milieu. Les plantes poussent, ce qu'il y a à manger aussi. Voilà, toujours pareil, entre 2012 et 2014. Encore une évolution du milieu. C'est des photos un peu vieilles volontairement, parce que c'est parlant et c'est encore du visuel. Voilà, les photos loin. Je passe un petit peu vite, hein, parce que celles-là, c'est les mêmes. Celles-là, elles sont assez parlantes pour voir le avant-après. En haut, on a le fameux terrain de foot d'entraînement, l'aire de jeu et le parking. Puis la zone terrassée avec un niveau haut. Donc la zone noyée, hein, ce qui n'est pas le but du projet, mais c'est que le lac était un petit peu plus haut à ce moment-là. Et puis la photo du bas, où on a déjà une dynamique végétative. La zone humide a été finie de terrasser en juin 2012. Donc quelques mois après, on est en novembre 2012 sur la photo du bas, on voit déjà la dynamique assez rapide. Petite photo
de quelqu'un qui nous avait envoyé ça sympathiquement. Ça permet de prendre un peu de hauteur. Même chose avec le lac derrière. Dans l'autre sens, on fait un voyage, hein, je vous avais prévenu, c'est une immersion sur le terrain. 2020, les photos sont plus compliquées puisque la végétation est très haute. Donc, mais c'est d'un côté très parlant aussi, c'est ce qu'on peut constater, qu'il y a une vraie dynamique végétative avec donc des plantes. Là, on voit les salicaires en rose, mais on a tout un tas de plantes et la zone humide évolue et change de couleur en fonction des saisons et des plantes qui s'installent. Mais un vrai milieu qui crée aujourd'hui pour nous un vrai filtre qui plutôt est efficace. Et donc, voilà. Et donc, on parlera des résultats juste après, puisque j'avais quand même laissé quelques diapositives quand je vous disais que le terrassement venait d'un puits, de la chaîne des puits. Donc ça, c'est le trou qu'on avait un peu dans le paysage. Nous, on a simplement ramené les matériaux de là où ils venaient, en quelque sorte, et on en a profité pour, avec des engins toujours, reterrasser et refermer un maximum le trou dans le paysage. Donc cette carrière qui était ouverte illégalement, je vous rappelle, et les matériaux, c'était retour à l'envoyeur. Ça nous a permis aussi de maîtriser le transport des déblais, de ne pas faire trop de kilomètres, tout ça dans un souci environnemental aussi. Donc techniquement, on en a parlé rapidement, 5000 m² de bassin, 16 000 m² à peu près de zone humide, là il est marqué 17, les mares, les pontons, les observatoires. Donc ça, c'est tous les chiffres qu'on a déjà brossés rapidement. Financièrement, alors c'est toujours difficile pour un Auvergnat de parler d'argent, mais il faut bien y passer un moment. 1 300 000 €, c'est le chiffre en bas, qui prend à peu près la globalité des coûts. On n'a pas tout à fait tout, puisqu'il n'y a pas le temps de travail de tous les techniciens ingénieurs, mais voilà, c'est quand même un coût assez important, il faut bien s'en rendre compte. Pour absorber des nutriments sur un milieu naturel qu'est le lac d'Ayda, l'investissement peut valoir le coup pour pouvoir préserver les activités, puisque si on enlève le lac au niveau du village d'Ayda, ben, on va dire qu'il n'y a pas grand-chose d'autre qui attirerait les gens sur le principe, hein, quelques volcans bien sûr, mais c'est vrai que les gens montent à Ayda pour le lac principalement. Donc l'investissement en avait un intérêt. Par contre, il faut bien comprendre que c'est quand même un aménagement qui, il y a quelques années, donc dans les années 60-70, a été comblé, détruit, alors qu'il existait naturellement, et qu'aujourd'hui, ben, on a dû remettre 1 300 000 €, en gros, un peu plus, pour remettre en état cette zone humide qui avait disparu. C'est un peu dommage de se dire faire et défaire, mais c'est toujours travailler comme on dit. Les partenaires, donc avec des vieux logos, désolé, mais le projet est un peu vieux, donc on a laissé un, principalement l'agence de l'eau, le département, la région, et on a eu des fonds européens aussi. Puis on avait mis un petit suivi en place au niveau de notre zone humide pour essayer d'évaluer justement l'impact des bassins et puis la zone de plantes, donc avec des suivis débit, des suivis sédiments, des suivis biodiversité. Et sur la carte, on avait à peu près, ça donnait à peu près ça. Donc les points rouges en entrée, entre les deux bassins, en sortie des bassins, dans la zone humide, et puis un point aussi sur le lac, c'était les points d'analyse de l'eau. On avait des points d'analyse de sédiments au niveau des bassins, les deux points jaunes, les 2 étoiles jaunes, et puis il y avait quelques mesures de débit. Donc ça, c'était un peu dans les premières années, avec tout un groupe de travail, puisqu'on va parler de suivi en 2014-2016 au départ. Donc nous, concrètement, ce qu'on en retire, parce que ça ne va pas être très, très scientifique, nous, on n'est pas au stade de la recherche, on est au stade de mettre en place les projets. Puis aujourd'hui, ben, on est accompagné par l'Université Clermont-Auvergne, justement, qui fait tout un tas de suivis, donc par le biais de Delphine, présente chez vous aujourd'hui, Delphine Latour, sur la zone humide, qui a plus le côté encore abattement, on va dire, je pense. Nous, ce qu'on en tirait aujourd'hui sur les analyses qu'on pouvait faire au niveau de l'eau, c'est qu'on avait un léger abattement sur tout ce qui est nitrate, orthophosphate. On arrivait à voir une diminution. Par contre, sur le phosphore total, ce qui était un peu l'objectif de base, au niveau de l'eau, c'est compliqué d'arriver à le faire parler. On fait des prélèvements dans un premier point qui est en rivière, des prélèvements en deuxième point dans des bassins, donc de l'eau stagnante, et le troisième point, zone humide. Donc clairement, le prélèvement était fait dans une buse avec de l'eau de surface, voilà, en puits en quelque sorte, donc eau stagnante.
un point sur le lac. Voilà, tout ça, c'est compliqué. Ce que je veux dire, c'est que faire de la physico-chimie sur un complexe de 200-300 mètres de long et arriver à le faire parler sur des analyses telles quelles, il faut vraiment avoir des protocoles très bien calés et des bons points d'analyse, je pense. Nous, nos méthodes, à mon avis, n'étaient pas suffisantes pour voir l'effet dans un milieu naturel. On n'est pas sur une station d'épuration où on va rajouter du chlorure ferrique, on va rajouter des flocculants, des produits qui vont permettre vraiment de faire diminuer les charges. On est sur un milieu naturel. Et donc, comme je dis souvent, moi, j'aimerais savoir parler aux plantes et puis leur dire, toi, tu manges combien de quantité de nitrate, de phosphate, combien tu manges, voilà. Et savoir un petit peu l'abattement calculé en fonction du nombre de plantes, des choses comme ça. C'est vrai que pour nous, ça nous dépasse un peu au niveau de notre petite structure. On a du mal à faire parler un peu mieux les résultats. Donc, voilà. Par contre, depuis, donc, on a toujours eu une eau de qualité excellente par le site de l'ARS, donc bien sûr au niveau Escherichia et Enterocoque, les cyanos sont pas trop pris en compte, mais vraiment depuis le fameux Bloom de 2009 qui avait fait fermer la baignade, on n'a pas eu de gros Bloom de cyano. On a malgré tout donc pris 2 fermetures de baignade, comme le disait Elisabeth tout à l'heure, en 2017 et en 2018, mais qui pour nous est complètement injustifié entre guillemets. Alors c'est par rapport au gris, mais puisqu'on parlait de l'espèce Aphanotes, qui aujourd'hui, suite aux travaux d'études de l'ANSES, ne sont plus classés sur la liste des toxinogènes. Ce qui veut dire que ce qui a fait fermer la baignade en 2017-2018, même si cette espèce est présente dans les années à venir, on n'aura pas de fermeture de baignade au jour d'aujourd'hui. Voilà, donc ça avait un peu fait jaser, forcément, ça ne nous a pas aidé de fermer, d'avoir quelques activités fermées. Et il y avait même eu la communauté de communes qui avait fait des prélèvements un peu contradictoires à ceux de l'ARS pour essayer de comprendre un peu le phénomène. Bon, pour vous dire que ça avait fait un peu remuer les foules. En tout cas, localement, c'est plutôt des retours positifs qu'on a. On a une eau qui est relativement limpide. Le Blue Malgal, la photo verte fluo qu'Elisabeth a montrée au tout départ, celle-là, on n'a pas réussi à la refaire depuis, soyons clairs. Donc, le Bloom, aujourd'hui, moi, je ne l'ai pas revu. Même lorsqu'il y avait Aphanotes, c'était très clair, l'eau était claire. C'est d'ailleurs pour ça que les gens ne comprenaient pas que la baignade ferme. On a une vraie transparence de l'eau. Au niveau de la base nautique, des gens qui bossent depuis plus de 20 ans, qui nous disent qu'ils voient le fond toute la saison, qu'ils ne le voyaient pas auparavant. Les pêcheurs, alors ça, c'est les dires de pêcheurs, ils prennent toujours le poisson qui fait 4 mètres de long, mais là, en effet, ils nous disent qu'ils prennent des poissons jusqu'à 8 mètres. Alors après, là, il faut regarder les suivis d'oxygénation, bien sûr, les sondes qui seront plus parlants que les dires des pêcheurs. Mais c'est vrai qu'il y a une zone vraiment anoxique dans le fond, sur laquelle la vie piscicole doit être difficile en été, alors que donc, les poissons se faisaient rares. Aujourd'hui, les poissons, soi-disant, sont pris un peu plus profond. Bon, on prend les résultats positifs qu'on nous donne. Au niveau sédiments, donc voilà, on voit que lorsqu'il se passe un curage, donc on a les pelleteuses qui viennent entretenir nos bassins de sédimentation, puisque c'est ce qu'on demande à nos bassins, de piéger des matériaux. Et donc, on vient les épandre en prairie agricole. Donc, c'est les photos qu'on voit, une pelle à long bras sur la partie haute pour évacuer tout ça. Et donc, en 2015, premier curage, 3 ans après la mise en eau. Deuxième curage en 2021, 6 ans après le premier curage. Et donc, on estime approximatif à 2000 mètres cubes le volume de matériaux qui ont été curés. Et donc, ce volume, on l'estime chargé à peu près, on n'a pas repris tous les chiffres, mais environ plus de 2 tonnes d'azote en tout cas, et 1,5 tonne de phosphore qui sont extraits, qui ne vont pas dans le lac. Donc, c'est tout autant de matière, les 2000 mètres cubes sur les 2 curages. Donc, on peut se dire 4000 mètres cubes qui ne vont pas créer de la vase, ces fameux limons, ces fameuses vases qui venaient se poser en bord du lac, et donc avec les nutriments qui sont évacués en parallèle. Donc pour nous, les bassins de rétention, ils ont leur effet certain, ne serait-ce que par rapport au comblement de la vase et au piégeage de phosphore sédimentaire. On a fait des suivis biodiversité, quelques photos avec des beaux yeux rouges du crapaud commun en haut. Voilà, donc des espèces en nombre, ça, il n'y a pas de souci. La nature a horreur du vide, comme on le dit souvent. Donc, dès qu'on recrée des milieux résilients, les espèces s'installent, ça, il n'y a pas de souci. Et puis, au jour d'aujourd'hui, le milieu, comme on l'a vu sur les photos de 2020, commence un petit peu à se fermer de par de la végétation, des arbres qui poussent. Donc, un petit plan de gestion est en cours de mise en place. On devrait démarrer les premières actions en cours d'année, avec une zone qui a été divisée en 2 sur la zone rouge, 1A, 1B, pour faire de la fauche, essayer d'extraire
des végétaux, chose qui n'a encore pas été faite dans la zone humide, c'est-à-dire qu'on piège les sédiments au niveau des bassins, mais on n'extrait pas les végétaux qui ont été bien nourris, on va dire, par les nitrates et les phosphates. Voilà, donc plusieurs zones découpées sur la zone humide volontairement pour essayer de ne pas retourner toute cette fameuse zone qui s'est bien installée avec de la biodiversité, donc en essayant d'y aller un petit peu à la petite cuillère, si j'ose dire. Voilà, j'en ai fini. Si vous êtes curieux sur ce projet, on a un site internet, on n'a rien à vendre, mais sur smvva.fr, avec la flèche que je vous montre, il y a une vidéo qui dure 10 minutes qui résume un petit peu les travaux, le direct. Et puis voilà, dorénavant, il y a quelques poissons qui sautent dans la zone humide et des grenouilles qui mangent les mouches qui passent au passage. Voilà. Merci bien. Du coup, y a-t-il des questions dans la salle déjà? Oui, alors. Au milieu. Oui, bonjour, rebonjour. Moi, je suis Fanny Feuille, je travaille sur le programme Nociano. J'avais quelques petites questions sur la temporalité en fait de la zone humide. Premièrement, savoir en combien de temps est-ce que vous avez constaté des effets sur la qualité du plan d'eau et sur le phosphore, par exemple. Également, est-ce que le suivi physico-chimique est toujours en cours actuellement? Est-ce que les mesures sont faites régulièrement actuellement? Et troisième question, est-ce que vous avez constaté une diminution des capacités épuratoires de la zone humide au fil du temps? Alors, si je prends la parole, je vois Elisabeth. Non, rapidement, l'effet, tous ces effets, disons, comme j'expliquais, moi, visuels, de par les pêcheurs, de par la base nautique, la transparence, tout ça, ça a été plutôt immédiat. Hein. C'est sûr que l'eau qui sort des bassins était tout de suite plus claire. Après, le suivi physico-chimique, non, on a été un peu, enfin, obligé, non, pas obligé, mais c'est toujours une question de budget, hein, de financement, bien sûr. Donc, on a fait 2 années de suivi au départ, mais on ne s'est pas attaché à faire plus. Et puis, il y a quand même un bon programme de l'Université Clermont-Auvergne hein, sur la zone humide. Donc, avec la zone humide qui a été un petit peu instrumentée. Donc, voilà. Donc, après, nous, on attend un petit peu plus au niveau recherche, au niveau suivi. C'est vrai que nous, on n'est pas les plus doués là-dessus. On sait réhabiliter les milieux, on sait faire des suivis avec des bureaux d'études, mais c'est vrai qu'on n'a pas eu de résultats très parlants, comme je l'expliquais tout à l'heure. Donc, c'est pareil d'aujourd'hui. Faire des suivis tous les ans, resserrer annuellement, ça nous paraît être chronophage et très coûteux. Voilà, moi je préférerais qu'on ait un suivi un peu plus espacé pour voir si on a des résultats. Par contre, la partie sédiments, elle, nous prouve vraiment quand on évacue que nos sédiments qui sont quand même... Ah, on a perdu Aurélien. Apparemment, oui. Oui, donc on suit effectivement essentiellement maintenant le piégeage des sédiments dans les bassins de sédimentation à l'occasion des différents curages. Du coup, y a-t-il d'autres questions en attendant que Aurélien soit reconnecté? J'ai oublié la suite de la question, je crois. Désolé, j'ai été éjecté. Alors, je répète la question parce que vous n'avez pas dû l'entendre. Est-ce que vous avez observé une diminution de la capacité épuratoire de la zone humide au fur et à mesure? Alors, ce qu'on a Bilan de observé, flux. on a fait un petit état des lieux en 2019 de la zone humide. Ce qu'on a pu observer, c'est qu'il y avait une modification des chenaux d'écoulement, effectivement une exondation un peu plus importante de la zone humide. Certains chenaux se sont incisés et donc effectivement le temps de séjour de l'eau dans la zone humide est moins important qu'il y a quelques années. Ce qui a justifié justement en grande partie la mise en place d'un plan de gestion et
de travaux de restauration qu'on va faire cette année. L'idée, c'est de rajeunir un petit peu le site en intervenant sur les chenaux et sur la végétation, comme Aurélien l'a dit, pour rajeunir le site, augmenter le temps de séjour de l'eau dans la zone humide et donc améliorer les capacités épuratoires de la zone humide. Voilà, moi je rajouterais juste que par exemple au départ, le projet, ce n'était pas une zone humide pluridiversifiée qui avait été proposée, c'était dans l'idée une roselière monospécifique, donc sur lequel on aurait dû construire des murs en béton en quelque sorte, planter des roseaux dans toute la zone et donc avoir une gestion à faucarder les roseaux assez fréquemment, pas forcément l'ouvrir au public, mais ça nous aurait permis de maîtriser le temps de concentration de l'eau qui serait rentrée dans les bassins, dans les murs construits, aurait eu un temps de séjour officiel dans les roseaux et il y aurait pu avoir un calcul un peu plus connu sur cette pratique épurative par le roseau, notamment en station d'épuration. Donc voilà, donc finalement nous on a changé un peu le projet pour travailler pas que sur le volet qualité de l'eau, mais aussi biodiversité, côté pédagogique, ouvrir la zone humide. Sincèrement, sur ce site ultra touristique, je pense que c'est plutôt bien vu, mais par rapport au suivi, effectivement, c'est peut-être un peu plus compliqué. On a l'eau quand elle arrive dans la zone de plante, comme vient de dire Elisabeth, il y a des chenaux préférentiels qui se sont créés, l'eau ça creuse, et effectivement, plus ça va au fil des années, l'eau elle peut arriver à traverser un peu plus vite la zone humide, ce qui n'est pas notre objectif. Donc, on va essayer aussi de ralentir cet écoulement, de réinonder un peu la zone humide, couper quelques plantes. C'est encore un peu expérimental. Il est vrai qu'on n'a pas de gros retours sur cette gestion. Mais bon, je pense que ça fera un petit coup de pouce. Et puis, il y a le côté humain, Homo sapiens, qui a eu la zone humide en juin 2012 très ouverte, un milieu ouvert. Et aujourd'hui, il est difficile d'accepter par les humains, que ce soit les riverains, les locaux, les élus, d'avoir un milieu qui commence à se refermer avec la végétation. Beaucoup d'arbres, des sols, des zones qui poussent, dynamique naturelle d'un lac, comblement, zone humide, tourbière, voilà. Mais aujourd'hui, c'est encore un milieu qu'on essaye de vouloir un petit peu maîtriser. Et on espère bien sûr que ça améliorera la qualité de l'eau. Après, pour le prouver, encore une fois, ça va être compliqué. On va continuer de croiser les doigts, de ne pas avoir de bloom algo pendant les étés suivants. Et puis, voilà, on espère aussi sur les travaux de recherche qui sont en place, puisque là, c'est un peu plus poussé. Si ça peut nous faire avancer, ça sera au top. On va enchaîner pour quelques questions à distance, si vous le voulez bien. Donc, il y a pas mal de questions. Je vais commencer juste par les questions, on va dire, pratico-pratiques. Avez-vous été confronté aux problématiques d'acquisition foncière et si oui, quel levier? Alors oui, on a été confronté, notamment pour la partie des bassins en fait. Les bassins qui étaient une ancienne pisciculture, comme on l'a expliqué, j'ai un peu adouci le projet tout à l'heure, c'est compliqué de parler de tout, mais on a carrément passé par une expropriation. On a acheté les bassins de force après avoir fait de la négociation à l'amiable, mais la pisciculture n'ayant plus de droit d'exercer depuis une bonne quinzaine d'années, ça a été assez rapide, mine de rien, on est parti au tribunal, on a fait une expropriation en bonne et due forme, après avoir proposé de l'amiable, je me répète, mais c'est vraiment important, en local, on ne voulait pas travailler en expropriant les gens bêtement, donc ça a été réfléchi, proposé, et ça a pris 2-3 ans de plus pour acheter. Le reste des terrains, c'est des terrains communaux et ou intercommunaux, on va dire, donc c'était facile pour tout ça, et d'ailleurs on a rétrocédé pour l'euro symbolique tous les ouvrages bois à la communauté de communes qui est propriétaire des autres terrains, puisque nous on n'a pas la compétence tourisme, pardon. Et donc, on a rétrocédé les ouvrages bois, mais on travaille un peu de concert avec la communauté de communes pour la gestion. On reste les pilotes. Ok, merci. Il y a aussi beaucoup de questions sur ce qu'il y a une recrudescence de présence de moustiques et notamment le moustique tigre. Il y a des amphibiens aussi, mais bon, que ça compense. Alors moi, je suis très sensible aux moustiques. Je ne me suis jamais fait piquer en allant sur la zone humide. Non, en fait, c'est vrai que dès le départ, c'était… Alors, le projet, les gens, localement, nous parlaient de la moustiquaire. Donc, bon, une moustiquaire, logiquement, ça protège des moustiques. Mais moi, je leur expliquais qu'en fait, on avait un lac de 60 hectares dans lequel naissent des larves de moustiques à 837 mètres d'altitude. Mais les larves naissent dans l'eau, donc dans le lac de 60 hectares, et qu'on allait rajouter effectivement un milieu sur 2 hectares à peu près humide, dont un demi-hectare de bassin.
Voilà. Bon, après, c'est les mythes, c'est tout ça, on est d'accord, c'est la crainte. Le moustique tigre, aujourd'hui, on n'a pas fait de suivi, mais alors, on n'a pas eu de données particulières, aucune connaissance là-dessus. Et les gens ne se plaignent pas du tout de la présence de moustiques supplémentaires ou pas. Il est vrai qu'il y a tout un écosystème et de la biodiversité qui s'est installé, hein. Les mares sont remplies d'amphibiens, donc forcément, quand on crée un milieu équilibré qui fonctionne, il n'y a pas de raison d'y avoir plus de moustiques que ça, hein, sur nos secteurs. Et on n'en est pas à de la démoustification, à faire passer les avions, et j'espère bien qu'on n'arrivera jamais à tout ça. Ok, donc une dernière, donc je suis désolée, hein, sur le chat, il y aura des questions qui vont être zappées. Avez-vous des données sur l'évolution des techniques de pêche et de la biomasse piscicole, et avez-vous pris des mesures de gestion, puisque c'est un autre rapport aussi de matière organique, hein, en parallèle? J'y vais toujours. Oui, Du vas-y, coup, parce que tu es pêcheur. non, alors après, non, sur la gestion en elle-même, on va dire, disons qu'il y avait il y a des activités sur la pêche à la carpe, mais c'est pas, alors si je parle de la pêche à la carpe, c'est parce que c'est la pêche, entre guillemets, la plus problématique, la plus amorcée, par rapport aux pratiques, donc avec l'amorce qui peut être problématique. Donc il n'y a pas eu tout ça. Par contre, on a travaillé en local avec la société de pêche qui était associée au projet, qui a été quand même bien favorable, qui a joué le jeu jusqu'au bout, puisqu'on a mis en défense toute la zone proche de l'écotone, là, dont je parlais tout à l'heure. On l'a mise en défense avec une ligne d'eau, donc c'est la zone de réserve, pardon, où les pêcheurs ne sont pas censés aller pêcher, donc ça marche très bien. Il y a beaucoup de poissons. On a créé des frayères qui sont des frayères pour les brochets au départ, puisque le but est que les brochets puissent rentrer dans la zone humide et se servent des plantes pour pouvoir déposer leurs œufs. Donc non, ça a été bien accueilli et on n'a pas la problématique d'amorçage à ce point-là, je pense, sur le lac d'Eda. Hein, on est sur un lac volcanique, 60 hectares, 15 mètres de profondeur. La pêche principalement exercée, c'est brochets, cendres, perches. Il y avait quelques truites lâchées auparavant, mais par manque d'oxygène, la truite ne passe pas l'été. Donc aujourd'hui, pour vous dire, même l'association de pêche aujourd'hui a diminué ses lâchers qui ne servaient qu'à vendre des cartes de pêche, hein, concrètement, parce qu'ils ont envie d'avoir un milieu résilient qui fonctionne. La mauvaise nouvelle, si on est sur le domaine de la pêche, c'est qu'il y a Mister Silure qui a été introduit depuis quelques années, sûrement depuis un bon moment, puisqu'il commence à y avoir des bestioles de 2 mètres de long dans le lac d'Eda. Donc ça, après, quel déséquilibre ça créera ou pas, je ne sais pas. Mais par rapport, non, je ne pense pas honnêtement, en tout cas, que l'impact piscicole soit important au point de poser des problèmes sur l'élément phosphore.